j'ai quelques minutes pour vous parler d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur dans la filière. C'est de parler du Big is Beautiful ou du Bluetiful et de s'interroger un petit peu sur ces effets masse et ces effets taille, à la fois pour répondre finalement à ce dont on vous a déjà largement parlé ce matin, qui est un petit peu la vision structurante de la transition énergétique dans laquelle les énergies marines renouvelables s'inscrivent. C'est évidemment l'accord de Paris. C'est 2015, mais le sujet du dérèglement climatique, il date pas de cette époque-là, il date d'il y a bien avant, et la prise de conscience ne fait que se renforcer avec cet accord contraignant et qui va aussi faire naître de nombreuses opportunités, et c'est de ça dont je vais principalement vous parler. Donc, comme Stéphane le disait si justement, et merci à toi d'avoir utilisé ces mots-là en passant, l'un des premiers leviers, finalement, pour se poser la question de comment résoudre l'équation climatique, c'est d'abord l'enjeu de sobriété, sufficiency en anglais, qui est un terme d'ailleurs à mon avis un petit peu plus pertinent. Donc Stéphane en a parlé. On pourrait aussi beaucoup en parler d'ailleurs avec des sujets qui sont un peu montés en puissance tristement, j'ai envie de dire, ces derniers mois au sein de la géopolitique internationale et européenne, avec la guerre en Ukraine évidemment. Je pense, à titre personnel, que ce sujet-là va ne faire que monter en puissance par d'autres biais, et notamment celui de la contrainte carbone et de la décarbonation de nos économies. On n'y coupera pas. Ça, c'est un ingénieur qui vous le dit. Pour travailler sur des prospectives technologiques et économiques depuis maintenant plus de 15 ans, vous pouvez agiter tous vos curseurs comme vous voulez. Et je suis très pro-technologie en disant ça. Et je connais bien les technologies qui sont représentées dans ce salon. Sans sobriété, sans interrogation profonde sur l'évolution de notre demande énergétique, vous pouvez oublier la résolution de l'équation climatique. Donc, ceci étant dit, on va quand même se concentrer maintenant sur l'un des autres leviers qui est diablement aussi critique pour relever l'équation climatique, qui est celui de la décarbonation de notre système énergétique. Le système énergétique mondial, c'est 75% des gaz à effet de serre, et sans les renouvelables, au sens large, là aussi, vous pouvez oublier la résolution de ce renouveau du système énergétique international. En France, je ne sais pas si tous les non-français qui m'écoutent aujourd'hui savent à quel point on peut être totalement concentré sur un débat entre le nucléaire et le renouvelable et parfois les opposer. La question, on la sort totalement aujourd'hui parce qu'on est sur un salon international et quand on parle de transition énergétique à l'échelle mondiale, c'est le renouvelable et sans nuance qui occupe les places les plus importantes en termes de contribution potentielle à un mix énergétique décarboné à un horizon aussi court que celui de 2050, puisque comme on travaille tous ici sur des cycles longs, 2050, c'est quasiment déjà demain. Les moyens de production qu'on installe en ce moment et dans les 5 prochaines années tourneront encore en 2050. Donc là aussi, j'ai pas assez de temps pour vous donner tous les chiffres que j'adore partager. Entre autres, que notre demande énergétique va vraisemblablement baisser. En tout cas, c'est ça qu'il faut viser à l'échelle internationale. Ça ne veut pas dire que la production d'électricité ne va pas augmenter, puisque l'électrification du mix, c'est une tendance lourde pour pouvoir répondre à cette équation climatique et énergétique. Donc si vous voulez quelques chiffres, vous savez qu'on tourne à peu près à 27-30 pétawattheures aujourd'hui en termes de production électrique, y compris dans un scénario de sobriété. On est sur des perspectives plutôt de doublement de la demande électrique à horizon 2050, au-delà de 50 ou 60 pétawattheures. Dans ce gâteau-là, plus de 90% de la production devra être renouvelable, y compris dans des scénarios pro-nucléaires extrêmement ambitieux à l'échelle internationale. Donc dans ce 90%, sans les énergies marines renouvelables, et je le dis avec autant de conviction que de passion pour toutes celles et ceux qui sont là, je suis que la passion aussi forcément nous guide dans l'appréciation de où on est et de ce qu'on fait avec les renouvelables marins. Mais clairement, vous pouvez agiter encore une fois tous les curseurs et les données d'entrée que vous voulez pour agiter vos modèles et résoudre l'équation climatique. Sans les énergies marines renouvelables, on n'y arrivera pas. C'est tout simplement mandatory, comme on dit en bon français. Sans les EMR, il n'y a pas de résolution de l'équation climatique et énergétique. Et que lorsqu'on se plonge ensuite dans le segment très large des EMR, là aussi, sans éolien flottant, ça ne le fera pas. Donc là aussi, moi j'ai cette conviction très profonde que pour pouvoir substituer 80% d'énergie fossile dans nos consommations énergétiques dans un temps aussi court que 30 ans et dans un contexte quand même d'augmentation du mix électrique,
l'éolien flottant est l'un des grands drivers de réponse, pas le seul évidemment, mais l'un des grands drivers de réponse pour pouvoir nourrir cette espérance. Pour finir, quelques chiffres spécifiques au flottant, parce que c'est ça dont vont parler ceux qui vont me suivre à la table, et juste pour vous faire partager ce que sont que des ordres de grandeur. Je cite déjà beaucoup de chiffres depuis le début, je vais vous en citer encore beaucoup d'autres, vous pourrez retrouver ça à tête reposée, mais globalement, aujourd'hui, je pense qu'on peut être à la fois confiant, fier et responsable sur les chiffres qu'on peut annoncer et aujourd'hui, qui sont aujourd'hui crédibles et ambitieux, et le « et » est hyper important. On peut être crédible et pas ambitieux, ça c'est la mesurette, c'est faire 3 gigawatts à 2050. On peut être ambitieux et pas crédible, ça c'est le greenwashing, c'est le pire du pire. Terawatt aujourd'hui 2050, ce qui est l'année de l'éolien offshore aujourd'hui, c'est sans doute en ordre de grandeur l'objectif qu'on peut asseoir aujourd'hui pour l'éolien flottant mondial à un horizon de 30 ans. Ça veut dire quoi, un terawatt? Encore une fois, comme ce que a fait l'éolien terrestre en 30 ans, ça veut dire, regardez les courbes et regardez la modélisation, ça veut dire en gros viser un marché annuel de l'ordre de 100 gigawatts par an, ce qui est le cas aujourd'hui pour l'éolien terrestre. Peut-être que ces chiffres vous font rêver, mais c'est des chiffres qui sont structurants pour pouvoir asseoir, encore une fois, une résolution de l'équation climatique. 100 gigawatts par an avant 2050, pour l'après 45, si vous regardez bien mon graphique, ça veut dire plus de 100 usines dans le monde qui fabriquent des flotteurs. La question que je pose, et sur laquelle je pense que d'autres contribueront, c'est où est-ce qu'on va construire ces usines? Dans un contexte de souveraineté industrielle, dans un contexte d'optimisation des chaînes de valeur et des chaînes d'émissions de carbone aussi sur le transport, je vous pose la question, c'est où est-ce qu'on va construire cette centaine d'usines qui vont produire des flotteurs pour pouvoir nourrir cet objectif? Et puis si on commence à passer le filtre, et je m'arrêterai là, des tonnes d'acier qu'il va falloir construire, ou assembler plutôt, et pouvoir proposer cette trajectoire ambitieuse, encore une fois, mais crédible, de l'éolien flottant mondial. Regardez les chiffres qui apparaissent. Je ne sais pas si vous connaissez le tonnage de la Tour Eiffel, c'est 10 000 tonnes. Je ne sais pas si vous connaissez le tonnage d'acier qui sort des chantiers de l'Atlantique, dont on a parlé ce matin sur les sous-stations, c'est 60 000 tonnes par an. Ça veut tout simplement dire que là, je vous parle de 2 000 à 4 000 Tours Eiffel par an, assemblées juste pour produire des flotteurs qui vont être installés dans les mers à différentes profondeurs pour pouvoir nourrir un objectif qui ne sera finalement que 10% de la demande électrique mondiale. 1 terawatt d'éolien flottant, c'est 5 pétawattheures, et 5 pétawattheures, c'est grosso modo 10%, voire un peu moins, de la demande électrique mondiale 2050. Donc je finirai par ça, et ça pourra peut-être aussi inciter ceux qui suivront, encore une fois, en confiance, et en étant fier de ce que représente cette filière pour la résolution de l'équation climatique, mais aussi en étant responsable et de s'interroger sur, bien qu'évidemment l'éolien flottant est une solution de décarbonation du système économique mondial, mais aussi on va pouvoir éventuellement déplacer la géopolitique post-fossile sur la géopolitique des matériaux et de l'extraction minière. Et ça, il faut savoir le regarder, et il faut savoir l'identifier, le qualifier et y faire face, et maîtriser les risques qui sont liés aux stratégies d'approvisionnement. Ça, c'est les métiers plus classiques, mais aussi aux impacts environnementaux de l'extraction minière pour pouvoir produire tous ces flotteurs et derrière tous ces beaux pétawattheures qui pourront contribuer à l'équation climatique. Donc n'oublions pas ces aspects-là. Soyons confiants, soyons fiers de ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de contribution à l'équation énergétique, mais ça ne veut pas dire ne pas aussi regarder le déplacement de l'impact environnemental sur le coût matière, et ici sur l'extraction minière qui est en plein bouleversement aujourd'hui, qui va ne faire que se reformater dans les 10 à 20 prochaines années. Merci beaucoup et bonne suite des débats. We'll be right back.